Salut tout le monde, c'est SquishyCorp. Aujourd'hui, on parle d'un manga d'un de mes auteurs préférés de all time. Aujourd'hui, on parle de Gigante de Hiroya Oku en 10 tomes. Donc ce sera pas une review d'un manga, un seul tome, d'un premier tome ou quoi, c'est vraiment toute la série. Donc je vais un peu spoiler, voire même beaucoup. Donc je préviens avant, si ça vous dérange de vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Parce que voilà, il y aura des time codes peut-être, je sais pas, je verrai selon les spoils que je fais. Gigante, donc c'est un manga de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz, entre autres, et de Lastiro Inuyashiki plus récemment pour les plus jeunes, qui a été édité en France entre 2019 et 2020, décembre 2022 même, donc fini très récemment en 10 tomes. Gigante, de quoi est-ce que ça parle? Gigante, c'est l'histoire d'une actrice pornographique du pseudo de Papiko, qui un jour rencontre un vieux mec en slip dans la rue, en train de mourir. Du coup, elle va l'aider, et le mec, en gros, lui colle au poignet une espèce de montre du futur. Et en fait, elle va découvrir que cette montre va lui permettre de devenir gigantesque. Et en parallèle, on suit l'histoire d'un jeune lycéen qui veut devenir réalisateur et qui en fait a un petit crush sur cette actrice pornographique. C'est un lycéen, les hormones, tout ça, voilà. Et en fait, un jour, il va réaliser que cette fille habite pas loin de chez lui. Et donc, du coup, ils vont commencer à devenir amis. Puis, ils vont sortir ensemble et crac-crac. Et voilà, il y a beaucoup de sexe. Il y a même pas mal de scènes de sexe. On en parlera plus tard, c'est un petit peu bizarre. Et donc, en fait, il se trouve qu'au moment où Chio, donc, qui est le vrai nom de Papiko, découvre ses pouvoirs. En même temps, il y a des phénomènes très étranges qui s'abattent sur le Japon et qui commencent à essayer à détruire le pays, en fait. Et donc, du coup, elle va un peu devenir une super-héroïne et elle va s'interposer contre les créatures et les événements qui s'abattent sur le Japon. Avant de commencer la vidéo, si celle-ci vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. En première partie, on va en parler direct, on va mettre les trucs à plat, voilà, comme ça on sera tous au courant. On va mettre les tétons sur les seins. On va mettre les tétons sur les seins, c'est bien dit. Il y a beaucoup de boobs, il y a que ça. Hiroya Oku, c'est un mec qui dessine clairement la main dans le slip, il en a rien à foutre. C'est, voilà, si vous avez lu Gantz, Lastiro Inuyashiki un peu moins, mais Gantz par exemple, c'est simple, Gantz, je fais une petite aparté Gantz, c'est un de mes mangas préférés. C'est des aliens, du sang, des membres coupés et des nichons. Il n'y a que ça, des nichons et des fesses. Le mec adore en dessiner, il le fait tout le temps, surtout quand c'est dans des combis moulantes du futur. Bref, lisez Gantz, c'est une masterclass, mais par contre, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et du coup, dans Gigante, il renouvelle un peu l'expérience, parce que bon, déjà dès le début, l'héroïne, c'est une actrice pornographique, donc t'as des scènes où tu la vois faire son travail, donc déjà, t'es fixé, quoi. Et surtout, il a trouvé le giga cheat code, c'est-à-dire que vu qu'elle devient géante, et que c'est de la science-fiction qui se veut assez réaliste, bah, les vêtements ils sont pas extensibles, donc du coup dès qu'elle se transforme, bah, ses vêtements se déchirent et tu vois une géante à poil dans la rue. C'est un peu un fantasme, je pense, de l'auteur qui se lâche clairement. Vraiment, le mec a trouvé le cheat code pour dessiner ses fantasmes, tu vois. Scénaristiquement ça tient et il peut se faire plaisir. Donc c'est assez drôle à voir et en vrai, l'histoire est vraiment prenante, donc oui, c'est du fanservice, d'accord, mais en vrai, bon, tu fais plus attention. Hein. Il y a un moment, si t'as pas de 12 ans d'âge mental, bon, c'est bon, quoi, tu passes à autre chose et l'histoire est intéressante. Mais c'est vrai que c'est quand même très drôle au début quand tu vois que jusqu'aux les 8 premiers tomes, dès que tu vois l'héroïne qui se transforme, voilà, elle a des seins énormes, du coup, tu vois que ça, et puis en plus, elle est géante et tout, bref, c'est super drôle. Voilà, au moins on est clair, les tétons ont été posés. Alors, il y a les seins et surtout un autre truc qui pour le coup là m'a un peu mis mal à l'aise, c'est les scènes de sexe parce qu'il y a énormément de scènes de sexe en fait dans Gigante. Alors encore une fois je vais comparer à Gantz, dans Gantz il y en avait, mais c'était ça faisait partie du propos tu vois, c'était un... Bref, je vais pas trop parler de Gantz mais ça faisait partie du propos. Là t'as des scènes de sexe mais en fait des fois t'as des chapitres, il y a des chapitres où c'est juste en fait les deux personnages principaux pardon, les deux personnages principaux qui en fait couchent ensemble. Et autant une fois, quand ils se rencontrent et tout, bon là c'est le début de la relation, tu veux montrer, ok, il n'y a pas de souci, voilà, le sexe, ça fait partie des choses de la vie, bien sûr. Mais quand tu en fais des chapitres entiers et que c'est répétitif, des fois c'est un peu gênant, c'est un peu malsain, tu vois, je trouve. Surtout qu'en plus, il y a aussi la question de la différence d'âge, parce qu'elle a une vingtaine d'années, lui il a 16 ou 17 ans. Du coup, tu as beaucoup de questions par rapport à ça. En plus, c'est une star, du coup, parce que vu qu'elle sauve le monde, elle est médiatisée de ouf. Du coup, tu as beaucoup cette question de leur relation, est-ce qu'elle va tenir, voilà, ça. Mais du coup, quand tu vois des scènes de sexe très intimes, très longues, bien détaillées, sur plusieurs chapitres, plusieurs fois, je t'avoue que pour le coup, là, ça me mettait un peu mal à l'aise. Après, est-ce que c'est pas aussi la volonté de l'auteur? Parce que dans tout le manga, en fait, t'as un malaise. Dans tous les mangas qu'il écrit, Hiroya Oku, vraiment, c'est très malaisant dans le sens où c'est très cinématographique.
je m'explique, c'est pas du shonen, donc t'as pas des cases qui sont hyper détaillées, découpées, avec des cases en diagonale ou quoi. L'action n'est pas découpée de cette manière-là. C'est vraiment, il fait des grandes cases, il fait des grands plans, et il dessine les actions, mais c'est plus des arrêts sur image en fait. Et du coup, ça crée une espèce d'ambiance très calme, très posée, alors qu'il se passe des trucs très gore, parce que c'est aussi très gore, hein, toujours, hein, si vous connaissez un peu son travail, c'est très dérangeant visuellement. Et du coup, ça crée une ambiance assez malaisante, assez malsaine. Même dans ce qu'il raconte, hein, t'as des passages qui sont... bon, je pense notamment quand t'as le diable qui arrive sur Terre. Pour moi, c'est une masterclass de réalisation, de mise en page. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, t'as le diable qui arrive. Et en fait, quand les gens le voient, il traverse le monde, il est immense, il fait genre 15 mètres de haut, je sais pas trop quoi, bref, même 1 kilomètre, je sais plus, bref, peut-être pas 1 kilomètre. Et du coup, il traverse le monde à pied, et puis en fait, tous les gens dans le monde qui le voient, que ce soit à la télé ou en vrai, se suicident. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, on ne le voit pas. Parce que c'est tellement horrible que sa vision est tellement horrible en fait pour les gens dans le manga qui veulent se suicider. Et du coup, nous, on ne le voit pas en tant que lecteur parce que pour nous signifier à quel point ce serait horrible. Et quand on le voit, c'est génial parce que du coup, t'as toute la sauce qui est montée, tu vois. Donc c'était vraiment très très bien. Mais du coup, tout est malaisant et du coup, j'en suis venu à me demander si les scènes de sexe détaillées comme ça faisait pas partie du truc. Après, peut-être que je dis de la merde et qu'en vrai, le mec aime juste dessiner des scènes de cul. Hein. C'est aussi possible. Hein. Parce qu'encore une fois, quand tu lis Gantz, bon, le mec se fait plaisir, quoi. Mais du coup, ça marche bien pour le coup. Si le but c'est de nous rendre mal à l'aise, je confirme, j'étais très mal à l'aise sur beaucoup de points. Et c'est de l'horreur, c'est un peu de l'horreur cosmique en fait. Bon, après, encore une fois, je vais encore parler de Gantz. Gantz, c'est clairement de l'horreur cosmique. Et là, il y a un peu ce délire. Mais plus dans... C'est plus, ouais, de l'horreur hard SF. Donc ouais, Hiroya Oku en fait nous fait un très subtil mélange entre SF, presque pas de la hard SF, mais SF avec des robots, des cyborgs, parce qu'en fait c'est une IA qui essaie de détruire l'humanité, et de l'horreur cosmique dans le sens où l'humain en fait se bat contre des êtres qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas vaincre, qu'il n'est pas sûr, où l'humain en fait n'est pas sûr de vaincre, et que pourtant ils n'ont pas le choix que de se battre contre des entités qui sont bien déterminées à les exterminer, et donc c'est effectivement, ça nous fait en fait nous remettre en question sur notre propre humanité, dans le sens où bah, l'horreur cosmique c'est vraiment l'humain devant la puissance absolue, et la puissance qu'il ne connaît pas, bah, le mythe de Cthulhu, tous les mythes Lovecraftiens en fait. C'est vraiment très inspiré de Lovecraft, hein, ce que écrit Hiroya Oku, c'est le même délire. Et donc c'est vraiment l'humain devant la puissance absolue et le vide et quelque chose qu'on ne peut pas appréhender qui nous rendrait fous. Et c'est ce qu'il fait en fait dans Gigante, et c'est ce qu'il faisait encore une fois dans Gantz, c'est un truc qu'il fait très bien. Mais là, il nous pose en plus à réfléchir sur la bêtise de l'être humain et sa propre vanité, puisque ce qui veut détruire l'humanité ici, en fait, c'est la propre création de l'humain. Parce qu'en fait, on apprend à un moment dans le manga, hein, qu'en réalité, c'est une IA qui a été créée et qui a été envoyée, et en fait qui a parasité tous les réseaux humains et qui du coup a appris à l'humanité qu'est-ce que c'est qu'être humain, et qui du coup est arrivé à la conclusion que l'humanité c'est de la merde. Bref, un délire très classique en fait, c'est vraiment la base de l'IA qui veut exterminer l'humanité, c'est Terminator, c'est beaucoup de récits de science-fiction, et du coup qui envoie ces catastrophes aux humains pour les exterminer. Et donc du coup en fait l'humanité se bat contre sa propre bêtise, et c'est là que c'est super intéressant, c'est que c'est extrêmement ironique, dans le sens où nous les hommes, on essaye de survivre contre notre propre bêtise humaine en fait, contre la propre... parce que cette IA, ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a appris, c'est ce que font les hommes et c'est ce que sont les hommes, et c'est à quel point les hommes sont vains et stupides. Et le plus drôle, c'est quand on fait la connaissance en fait des deux IA qui veulent détruire l'humanité, parce qu'en réalité elles sont deux, et elles ont pris forme humaine. Donc ça c'est à toute fin, je spoil hein, clairement. Elles sont dans une espèce d'une grande arche spatiale où à la fin, Papico et ses alliés se rendent pour sauver l'humanité. Et en fait, ces deux IA, ils ont pris forme humaine, et ce sont Platon et Socrate. Donc en fait, tu vois Platon et Socrate, c'est super drôle. Tu les vois, ils sont avec des gros t-shirts dégueulasses, de gros weebos, dans leur canapé à jouer à la play, tu vois, en se tapant des barres, genre ouais, on va tuer les humains. Et c'est pas pour rien qu'ils ont pris, qu'ils s'appellent Platon et Socrate, et qu'ils ont l'apparence de Platon et Socrate, parce que c'est vraiment genre des philosophes qui ont compris l'humanité et qui décident qu'en fait c'est naze et qu'on va tout recommencer, tout éradiquer. Mais en même temps, ils le font, et en fait, c'est juste deux gros hipsters quand tu les vois. C'est vraiment genre... t'as vraiment un passage où tu les vois qui discutent avec les héros. En fait, c'est juste deux hipsters
qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils ont tout compris, alors qu'en fait, bah, ils n'ont pas compris ce que c'était vraiment que l'humain. Donc du coup, il y a effectivement tout ce dialogue de oui, les humains c'est plus que ça, nan, encore une fois, rien que de très classique. Mais toujours avec cette pointe d'ironie, parce que quand tu vois Platon et Socrate en mode gros hipster, posés dans leur canapé à jouer à la play, ça marche, tu vois, tu comprends où ça va en venir. Et puis encore une fois, le fait que ce soit Platon et Socrate, ça a beaucoup de chance en fait, parce que c'est vraiment, quand tu les vois, tu vois deux hipsters gavés à la bière qui sont juste attirés par les attributs féminins, parce que clairement ils veulent juste... je me souviens, ils proposent un deal à Chio, ouais, si tu nous laisses toucher tes seins, vas-y, on ne détruit pas la Terre, parce qu'en fait c'est deux puceaux qui connaissent pas le sexe, et du coup, ils font ouais, si tu nous laisses te tripoter, on arrête de détruire la Terre. Et du coup, c'est vraiment ironique parce que c'est vraiment deux figures philosophiques fondamentales de la philosophie occidentale qui ont passé leur vie à étudier ce que c'est que l'être humain, et je parle des vrais Platon et Socrate, qui sont devenus des humains d'aujourd'hui complètement omnibulés par eux-mêmes et par le sexe et par ce qui fait en gros le pire des hommes d'aujourd'hui en fait. Donc ouais, ce sont ces deux IA qui ont passé toute leur vie à étudier les humains pour leur ressembler le plus possible et qui au final sont devenus ce qu'il y a de pire chez l'homme. Et du coup, c'est une vision extrêmement pessimiste de l'humanité, je vais pas te mentir. Vraiment, Gigante, à la fin, tu fais l'homme, l'humanité, c'est de la merde. Et même ceux qui veulent détruire l'humanité, en fait, ils sont devenus ce qu'eux-mêmes veulent détruire. Et juste, à la fin, tu réalises que l'humain, c'est une merde. En fait, c'est tout le principe de Gigante, c'est que les humains sont pas juste mauvais, ils sont vains. Et ça sert pas à grand chose de continuer à vivre en tant qu'humain en fait. C'est tout le message de Gigante. Ou en tout cas que les antagonistes de l'histoire veulent te faire passer. Et c'est là qu'on va arriver à la fin de l'histoire. Je sais pas si t'avais vu un petit aparté sur ça. Ouais. Une IA. Ouais. Je crois que c'est Twitter ou Google qui avait mis une IA sur Twitter. Ouais. Qui s'imprégnait un peu de ce qu'ils disaient tous les jours sur Twitter. Ouais. Et genre en 2 jours, c'était nazisme, antisémitisme, racisme. C'est un peu ça sexisme. En fait. C'est exactement l'idée, c'est vraiment les humains. Ouais, je suis une IA, je suis Platon, je suis Socrate, je suis hyper intelligent, je suis omnipotent, tout ce que tu veux. Et du coup, je vais apprendre les humains, je vais les imiter pour être parfait. Et en fait, t'es juste une grosse merde en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est un miroir de l'humanité. C'est juste, les humains, c'est de la merde en fait, tu vois. Et même. Et en vrai, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que même la façon dont ils envoient les calamités sur Terre, en fait, ils ont créé un réseau social où les gens votent pour savoir qu'est-ce qui va tomber sur Terre. Ils savent que ça va arriver. Oui. Mais les gens, vu qu'ils sont anonymes sur Internet, ils font ouais, on veut des géants tout nus qui viennent détruire Tokyo, tu vois. Et ils savent que ça va arriver, mais ils le font quand même parce que oui, l'humanité. Et c'est génial parce qu'en fait, l'humanité, c'est son propre ennemi parce qu'on est des grosses merdes en fait. C'est tout le principe de Gigante. Encore une fois, jusqu'à la fin, je viens à la fin. Elle est particulière. On va parler de la conclusion du manga. Et donc la fin, en fait, tout ce que je dois raconter là, c'est jusqu'au tome 9. Donc à la fin, en gros, je spoil complètement, hein, désolé, mais je spoil complètement. En gros, à la fin, Chio, elle refuse de se laisser tripoter. Et en gros, ils finissent par exploser le vaisseau et puis Chio meurt. Et en fait, du coup, le personnage principal, le personnage principal masculin de l'histoire, qui était son copain, du coup, qu'on suit, en fait, c'est juste vraiment le supporter de Chio, du coup, parce qu'il peut rien faire, c'est un humain random, quoi. Et bah, du coup, il est triste. Il est très triste, et, parce que sa copine est morte. Et c'était une belle histoire d'amour, en plus, pour le coup, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et du coup, en fait, il décide vraiment d'aller chez elle, et il tombe sur son chien. Et son chien revient du futur. Et là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, son chien avait avalé une pastille à un moment, qui en fait est une machine à voyager dans le temps. Et du coup, il a voyagé. Non, il est revenu du passé plutôt. Oui, il est revenu du passé parce que du coup, il est arrivé dans le présent, c'est ça. Et du coup, le chien repop, parce que il vient du passé. Et là, t'as le héros, donc je vais le prénom, bref, random héros de manga numéro What 1000. Il comprend que c'est une pastille qui peut voyager dans le temps. Et du coup, il décide d'aller dans le passé, de l'avaler, d'aller dans le passé, et de sauver un mec pour justement que l'IA ne soit pas créée et qu'elle ne vire pas au cauchemar et que du coup tout puisse revenir dans l'ordre et que du coup Chio soit vivante. Sauf que évidemment là ça part de voyage dans le temps, du coup évidemment il rencontre Chio mais elle le reconnaît pas et en fait lui il grandit, il devient réalisateur de films, il devient un grand réalisateur et tout. Et en fait il est toujours amoureux de Chio mais elle ne le connaît pas parce que tous les événements du manga ne se sont pas passés. Ce que je trouve un peu dommage, mais ça le problème pour moi avec les voyages dans le temps c'est que du coup si tu changes un élément dans le passé, que tout ce que tu as écrit avant c'est caduque, je trouve que ça te décrédibilise en fait un peu du coup ton histoire, parce que du coup tu as écrit tout ça pour rien. Bref, après c'est des questions très personnelles, enfin de goût j'ai envie de dire, parce que du coup les 9 premiers tomes, je me suis dit mais pourquoi j'ai lu ça, si au final ça n'a jamais eu lieu.
est-ce qu'il y avait vraiment intérêt à tout ça? Et la fin, pour le coup, m'a vraiment surpris parce qu'au final, c'est une très belle histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à la fin, il fait un film, c'est devenu un réalisateur assez connu, et il décide d'engager Shio, qui était encore actrice de film de boule, il me semble, du coup. Il l'engage, et en fait, le film qu'il fait, c'est toute l'histoire du manga. En fait, il reprend toute l'histoire, parce que du coup, lui, il se souvient de tout. Et du coup, tous les événements qui sont passés dans les premiers tomes, il en fait un film avec Shio comme héroïne. Et en fait, à la fin, par un miracle, le miracle de l'amour, hein, c'est clairement le miracle de l'amour, elle se souvient en fait de sa vie alternative, donc du coup qui est un monde parallèle selon comment tu comprends les théories de voyage dans le temps, c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait du coup elle se souvient, et là elle tombe dans ses bras, et elle pleure, et puis ils se marient, ils ont des enfants, et tout est bien qui finit bien. Donc c'est une fin qui m'a un peu dérangé, parce que tout ça se passe vraiment en moins d'un tome, tu vois, c'est vraiment le dernier tome, et encore pas tout. Mais je me dis, la fin est tellement mignonne, la fin est tellement belle, j'ai versé ma larmichette, tu vois. Quand tu vois que le mec, ça fait 15 ans, qu'il fait tout pour faire un film avec la femme qu'il aime, pour que peut-être qu'un jour elle se souvienne de la promesse qu'ils se sont fait de toujours rester ensemble, c'est que tu la pralines à fond, tu vois. Surtout quand c'est une histoire de SF qui parle de la vanité de l'humanité et que les humains c'est des rebuts, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, ils l'ont mérité. Et du coup, la fin, j'ai trouvé très belle. Un peu rapide à mon goût, mais encore une fois, c'est une conclusion. Mais c'était une bonne fin. Et c'est d'ailleurs aussi la fin de la vidéo, parce que je vais conclure ici. Donc, est-ce que je vous conseille de lire Gigante? Complètement. D'ailleurs, lisez tous les mangas de Iryoku, même si Gigante c'est pas son meilleur, encore une fois, pour moi, Gantz, c'est donc top 5 de tous les mangas. On en fera... Je suis goumé. Ne regardez pas Gantz, lisez-le. L'animé, on en fera une vidéo. C'est très intéressant. Le film... Vous voyez le film, mais lisez le manga avec. C'est très intéressant comme expérience. Et donc, du coup, Gigante, lisez-le, évidemment. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous l'avez déjà lu, à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait très plaisir d'en débattre avec vous. Et sur ce, c'était Utsukoshi Corp. À la revoyure.